Merde. Et bonjour. Vous êtes Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à la réunion d'Enerfip sur le projet de la centrale biogaz de l'ISAC. Nous allons vous parler de ce beau projet, de cette belle collecte. Vous êtes au bon endroit. On va commencer dans quelques instants. On a pas mal de gens qui sont en train de se connecter, donc on va les attendre un petit peu. Pour information, on ne vous voit pas et on ne vous entend pas. Vous nous voyez, vous nous entendez. Nous, on peut vous lire. Donc, je vous invite à aller à droite sur l'onglet questions pour nous poser vos questions. On y répondra au fil de la réunion. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur la droite dans l'onglet questions et à nous poser vos questions, à nous dire les thèmes que vous souhaitez aborder. On va essayer de répondre à tout. La réunion devrait durer environ 1 heure. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire dès à présent. Et puis là, on va attendre juste 1 minute ou 2, le temps que les derniers arrivants soient là et que tout le monde entende le début. Bonjour Sylvain, ça marche très bien. Super. Bonjour, bonjour. Voilà, donc on peut vous lire, on peut vous répondre à l'oral, on Peut-être peut pour vous répondre à préciser, l'écrit. vous voyez à côté des questions, vous avez une petite flèche avec un nombre. Ça vous permet de voter pour ces questions lorsqu'elles vous paraissent pertinentes ou qu'elles sont exactement identiques à celles que vous vous posez. L'avantage, c'est que ça fait remonter les questions et donc on est plus à même de vous poser, enfin de répondre aux questions qui sont les plus fréquentes. Ouais. C'est mieux qu'avoir plusieurs questions qui portent sur le même thème. Au moins, ça les fait remonter et on voit que c'est celle qui vous intéresse le plus. Voilà. Alors, on attend peut-être encore un tout petit peu. Parce qu'on a le nombre de participants, c'est ce qui est fait. Donc, l'objectif, vous l'avez compris, c'est de vous parler de la collecte qui ouvrira demain sur la centrale biogaz de l'ISAC. Encore une fois, vous nous voyez, vous nous entendez, nous sommes 5 à vous parler. En revanche, nous, on ne peut pas vous voir, on ne peut que vous lire. Donc, n'hésitez pas à répondre, à poser vos questions, sur l'onglet questions à droite. On va y répondre au fil de l'eau et on va essayer d'aller le plus loin possible dans la description de ce projet pour répondre à toutes vos attentes. Voilà. On commence à être nombreux. Non, Elisabeth, vous n'êtes pas la seule femme. Tout va bien. Il y a beaucoup, beaucoup de monde. Donc, je pense que vous serez nombreux à poser vos questions. Alors, pour le moment, pour vous donner une idée, Patrick, nous sommes 120, mais le chiffre continue à monter. Tout le monde ne posera pas de questions, c'est toujours comme ça. Mais l'objectif, c'est de répondre le mieux possible. Alors, je répète, vous posez vos questions à droite, vous votez quand les questions vous intéressent afin de les faire remonter. C'est important pour nous parce que moins on a de questions, plus on sait ce qui vous intéresse le plus et plus on prendra de temps pour y répondre. Vous êtes extrêmement nombreux, donc on répondra peut-être pas à tout, mais on répondra à la plupart des questions. Voilà. Je vous propose de commencer. Qu'est-ce que vous en pensez? On s'y met? Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Alors déjà, oui, la réunion, elle sera disponible en replay demain sur le site d'Enerfip et sur notre chaîne YouTube. Et vous pourrez donc la visionner si nécessaire ou la partager si vous le voulez. Elle répondra normalement, elle vous parlera bien du projet. Alors, commençons. Donc, de quoi va-t-on parler? On va parler du projet, ça c'est le principal bien sûr. On va commencer par là, essayer de comprendre ce que c'est qu'une usine de méthanisation, essayer de savoir qui porte ce joli projet. On va parler aussi d'Enerfip. Alors, peut-être pas dans le détail, mais en tout cas dans les grandes lignes. Qu'est-ce que c'est? Parce qu'il y a donc plusieurs acteurs autour de la table aujourd'hui. Qu'est-ce qu'Enerfip et qu'est-ce que cette collecte? Comment est-ce qu'elle va se passer? On va vous expliquer un peu comment on investit, évidemment. Et puis, à la fin, il y aura un long temps de questions-réponses. La réunion devrait durer environ 1 heure. Voilà. Autour de la table, nous avons donc Nicolas et Grégory Del Rio. Bonjour, messieurs. Bonjour.
qui sont les deux agriculteurs et gérants du GAEC de la vallée de l'Isaac, qui est donc à l'origine de ce projet. Et nous avons aussi Vincent qui est le chargé de mission, Bonjour. qui travaille pour la centrale biogaz de l'Isaac et Planète Partner. Il devait y avoir François Durier, mais il n'arrive pas à se connecter, il a des problèmes d'Internet. Donc voilà, peut-être qu'il arrivera en cours de route, mais pour l'instant, il n'est pas là. Bonjour Vincent. Je vais représenter, j'ai la lourde tâche de représenter François. Je vais faire de mon mieux. Ça va le faire. Nous avons aussi Julien qui est directeur général d'Enerfip et qui s'occupe du projet. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Alors, rentrons dans le dur tout de suite. Qu'est-ce que ce projet biogaz de l'Isaac? Vous travaillez, Vincent, tu travailles pas pour le GAEC. Nicolas Grégory travaille pour le GAEC. Donc, qui est qui et qu'est-ce que vous faites? Racontez-nous. Alors, pour ma part, donc, je suis Vincent Arthur, donc je suis salarié pour Planète Partner et Biogaz Planète France. Donc, j'ai une mission d'accompagnement des porteurs de projets sur l'aspect juridique, fiscal, social et de financement de projets. Et du coup, j'ai été embauché avec François et Timothée Bellet, qui sont les représentants de Biogaz Planète France, les gérants de Biogaz Planète France, et qui ont créé une société ad hoc qui s'appelle Planète Partner. Cette société Planète Partner donc, a vocation à rentrer au capital de certaines structures sociétaires méthanisation de manière minoritaire et dans le sens ou dans l'objectif de l'entrée du constructeur comme tiers financeur. C'est un gage de sérieux et pour le bon suivi du projet en partenariat évidemment avec les agriculteurs, Grégory et Nicolas là en l'occurrence. Et Biogaz Planète France a l'expertise technique, le service biologie qui est situé aussi près de Rennes. Et on s'occupera aussi de tout ce qui est reporting technico-économique avec des reportings mensuels. Et bien évidemment, on recherche par ce biais-là la mutualisation des compétences entre les nôtres, chez nous, constructeurs, et moi-même en tant que financier, conseiller en financement, et Nicolas, Grégory, qui sont les agriculteurs majoritaires du projet et qui vont se présenter. Je leur laisse dire deux mots sur leur personne et sur leur exploitation. Bonsoir à tous, alors moi c'est Grégory Del Rio, je suis installé en production laitière donc, sur la commune de Blain depuis 2004 pour 1 million de production laitière avec mon frère Nicolas et ma femme également dans le GAEC. Et voilà. Nico, si tu veux dire un mot. Bien, moi c'est Nicolas, bonsoir. Moi je me suis installé donc peu après mon frère en 2007. Donc je l'ai rejoint sur la ferme. Du coup, à cette époque-là, on avait 400 000 litres de lait. Aujourd'hui, c'est 1 100 000 apparemment en production de lait. Et donc du coup, depuis 2007, et voilà, à ce jour, notre projet qui est d'actualité. Sinon, voilà, à poursuivre quoi. Donc en fait, pour le projet de méthanisation, il est venu parce que on voulait essayer de diversifier un petit peu notre revenu et la conjoncture laitière qui était pas magnifique, sachant qu'on n'a pas de lisibilité sur le prix 1 mois à l'avance par rapport à la méthanisation où on peut avoir un contrat sur 15 ans. Donc on s'est dit, tiens, on va pas mettre nos œufs dans le même panier, on va essayer de se diriger vers un projet qui pour nous en plus qu'on trouve plutôt écologique et dans l'air du temps. Donc voilà pourquoi on se retrouve là ce soir. Voilà. L'intérêt, c'est de moins utiliser de produits phytosanitaires, de plus valoriser nos déchets verts, tout ça. Aussi le lisier et le fumier que nos bovins produisent. On trouve cette démarche-là plutôt intéressante, quoi. Alors, Excusez-moi, petite question qui est en lien direct avec ce qui vient d'être dit, je la fais passer. Quel impact pour l'agriculteur qui va héberger le méthaniseur en termes de retombées économiques, de contraintes d'exploitation, etc. En fait, si je peux répondre, et puis Grégory, Nicolas vont me compléter, mais l'idée, c'est qu'il y a une nouvelle source de revenus pour les agriculteurs, hein, c'est une diversification.
c'est les retombées économiques vont se faire de plusieurs manières, par la vente des intrants du GAEC de la vallée de l'Isaac à la SAS Biogaz de l'Isaac, mais aussi l'exploitation du site d'exploitation avec une rémunération, puisque c'est Grégory et Nicolas qui seront chargés au quotidien de gérer la méthanisation, et pour ce faire, ils seront bien évidemment rémunérés. Et le but de toute activité économique, c'est aussi de dégager du résultat. Et donc, comme vous pouvez le voir, Nicolas et Grégory sont associés à 70%, donc 70% des dividendes leur reviendront. Et c'est l'objectif aussi, que ça reste une société, la prise de participation de Planète Partner est forcément minoritaire, parce qu'on souhaite que le projet biogaz de l'Isaac reste agricole. C'est une méthanisation agricole à la ferme. D'accord. On peut peut-être enchaîner du coup sur les substrats et sur ce qui va alimenter l'unité. Alors, pour alimenter ce projet de biométhane, 115 normomètres cubes, ce qui est situé sur la commune et sur l'exploitation de Grégory et Nicolas, il faut évidemment des substrats, des intrants, et ces intrants seront constitués d'effluents d'élevage, de lisiers fumiers et aussi de produits végétaux, et principalement de cultures intermédiaires à vocation énergétique, ce qu'on appelle les cives, pour pouvoir alimenter et disposer des intrants nécessaires à la production de méthanisation. Donc, ce que je comprends, c'est que vous, Nicolas et Grégory, vous avez des vaches laitières. Donc, j'imagine que c'est vous qui fournirez le lisier, le fumier. Mais les cives, du coup, c'est vous qui les cultivez aussi, ou c'est d'autres agriculteurs qui seront qui vous les apportent? Alors, en fait, on a une centaine de vaches laitières en moyenne sur l'année. Donc le lisier qui est produit, il est directement injecté dans le digesteur. Mhm. Et après, nous, on va produire également les cives et tout ce qui peut être résidus végétaux. Et par contre, on a également 2 contrats avec 2 agriculteurs qui sont juste à côté de chez nous, qui font par exemple de l'engraissement d'animaux. Donc là, c'est énormément de fumier, 1500 à 2000 tonnes à l'année, donc qui sont prévus pour venir contractualisés, prévenus pour venir à la méta. Et également un voisin qui est agriculteur céréalier et qui nous mettra tous ces couverts végétaux d'interculture, vu qu'il a une surface assez importante. Et c'est dans un rayon de 5 km les parcelles les plus éloignées. Voilà pour nos 2 plus gros partenaires. Donc en propre, le GAEC de la vallée d'Isaac, puisque je vois que c'est une question qui passe, dispose de 230 hectares. Oui, c'est ça. Et les contrats aujourd'hui avec les voisins sont aujourd'hui signés. Et le périmètre d'action est relativement limité, puisqu'on est, pour un des voisins, je crois que c'est 1 km ou 1,5 km, et puis pour le deuxième, c'est aux alentours de 3-4. C'est ça, ouais. C'est ça. La première ferme, il n'y a même pas de route, c'est presque que du chemin. Ça marche. Est-ce que vous voulez parler un peu de l'investissement Bien sûr. Oui. Alors, pour réaliser cette unité de méthanisation, dont le démarrage est très proche, puisqu'on imagine pouvoir lancer le terrassement dès le mois de mai 2021. Donc, les devis sont quasiment tous reçus et sont maintenant aujourd'hui bien affinés, puisqu'on arrive à un total de CAPEX, total d'investissement de l'ordre de 4,3 millions. Pour ce faire, on a réuni entre associés aux alentours de 10% des fonds propres, c'est-à-dire 400 000 €. Et donc, l'objectif de collecte, et ce pourquoi on est là ce soir, c'est d'aller collecter 3,8 millions. Et la vocation de faire une première tranche de 2 millions qui démarre dès demain, et une deuxième à 1,8 million, 1,860 000. D'accord, très bien. Donc, on a parlé de démarrage de projet, donc mai 2021. Alors, c'est une construction qui est quand même relativement longue. On prévoit en fait entre 10 et 12 mois de délai de construction, et ensuite une injection dans le réseau de biométhane, dans le réseau à partir du 2e trimestre 2022. Super. Du coup, allons-y. Début 2e trimestre. D'accord. Comment ça fonctionne une unité de méthanisation?
On va peut-être rentrer dans le dur, essayer de comprendre comment ça fonctionne, parce que du coup, c'est long à construire. Alors là, on vous a mis un petit schéma et je vais laisser Grégory et Nicolas vous l'expliquer. C'est les plans qui sont prévus. En fait, une unité de méthanisation, c'est assez simple. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir sur l'écran, du coup, où on voit écrit les Guérinets. Ça, c'est le bâtiment des vaches laitières existants, où sont les vaches durant tout l'hiver. Je voyais les questions tout à l'heure. Nos vaches, elles sortent à la belle saison, elles pâturent. Enfin voilà, c'est pas une production hors sol. Donc de là, le lisier part dans le digesteur, dans le premier cercle orange qu'on voit, qui est couvert donc étanche eau et air, gaz, bah forcément, et où la température monte, et c'est là où le lisier arrive, ou après dans le bâtiment qui est juste à gauche, où on incorpore les parties, on incorpore les substrats solides, comme le fumier, les couverts végétaux, tout ça. Donc tout ça va dans le digesteur et avec la température, ça crée le gaz qui de là après passe dans l'épurateur et puis il part dans le réseau pour faire simple. C'est ça l'épurateur? Non, ça c'est ça en fait c'est la fosse de stockage une fois que tous les substrats ont été digérés. D'accord. Donc ça reste là. Une fois que le méthane a été retiré, ils vont dans cette fosse-là. Ok, donc c'est là que se crée le méthane qui est réinjecté, et là c'est les restes. Quoi. Là c'est le stockage. En fait, il ressort autant de matière qu'on a incorporé au départ. D'accord, ok. On lui met 8 tonnes, mettons 8 tonnes, on ressort 8 tonnes de substrat digéré. C'est juste le CH4 qui est parti. Il y a à peu près 10% seulement de la masse qui disparaît. Vas-y. Question, pardon, qui est un peu en lien, excuse-moi Pauline, même si là on est en train de parler de très technique, c'est une question qui a été énormément votée, donc je pense que c'est le moment de la traiter. Je la fais apparaître. S'agissant de la mise en demeure préfectorale sur le projet de méthanisation, il y a 26 votes, donc je pense 27. Les votes continuent, donc je pense qu'il est important de traiter ce sujet. Qu'en est-il en fait, exactement ? Alors en fait, quand on a construit notre bâtiment, on avait fait une fosse à lisier pour récupérer nos lisiers à l'époque. Géomembrane, en géomembrane, et on a eu un gros problème de malfaçon avec le constructeur. Depuis, on a eu gain de cause au tribunal et tout parce que c'était pas du tout réalisé dans les règles de l'art. Donc du coup, comme la préfecture et la DDTP, enfin Direction des territoires et populations, protection de population. Ouais, pour nous aider justement et puis pour que ça bouge un peu au tribunal, ils ont été obligés de faire un courrier comme quoi on avait une date butoir ultime pour qu'on soit à nouveau aux normes et nickel pour répondre à nos normes environnementales. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc du coup, vu qu'on a tout refait et remis nickel, ils nous ont levé la mise en demeure. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Et ça n'a surtout rien à voir avec l'unité de méthanisation, en fait. Non, rien à voir. C'était vraiment un truc avant qu'on avait réalisé et qui aujourd'hui est complètement… Il n'existe plus. Mais qui n'existe plus parce que ça a disparu et ça va être remplacé par justement la méta à cet endroit-là. Voilà. Je ne sais pas si j'ai assez bien répondu. Oui. Merci, c'était très clair. Merci. Juste pour précision, effectivement, juste pour compléter, il n'y a pas de mise en demeure, effectivement, puisque le projet n'est pas démarré dans la construction, mais par ailleurs, toutes les autorisations préfectorales, elles, sont purgées de tout recours. Voilà. Ouais. Donc, le dossier est prêt à construire, quoi. C'est ça. Oui, d'où la construction au mois de mai, parce que finalement, voilà, ça peut aller très, très vite. Pour rassurer tout le monde. Ouais, et je tiens à dire aussi, par rapport à la mise en demeure, qu'il n'y a pas eu non plus de pollution des sols et tout ça, dû au fait de la non bonne étanchéité de la fosse. Voilà, c'était pas ça le souci. Donc, écologiquement, c'était nickel aussi. Il n'y a pas eu de pollution. Voilà, je tenais à le rajouter quand même. Ouais, merci. L'objectif, c'était finalement d'atteindre le constructeur. Voilà, exactement, qui reconnaissent simplement ses torts, quoi. Et ça a été difficile, et ça l'est toujours aujourd'hui. Voilà, ça c'est autre chose. Ouais, c'est ça. C'est autre chose, ça marche. Ouais. Juste non plus. On continue à parler ou alors Julien, tu as d'autres questions ou on continue à parler de méthanisation? Je pense qu'on peut continuer. Je regarde les questions et je vais faire monter ce qui compte. Alors, allez-y. Donc, vous avez compris, tout le monde, que vous pouviez voter sur les questions pour les faire remonter et que c'était celles qu'on traiterait en priorité.
Allez-y, racontez-nous comment ça fonctionne une unité de méthanisation, s'il vous plaît. Alors, donc vous voyez, en fait, c'est des exemples de constructions qui sont réalisées par Biogaz Planète France. Donc, en fait, les deux photos qui sont sur votre gauche, en fait, sont prises de l'intérieur du fermenteur ou du digesteur, avec la partie c'est la partie où les substrats en fait sont ingérés et chauffés et où les bactéries en fait dégradent la matière et permettent de faire évacuer le CH4. Et puis en haut à gauche, vous voyez des filets qui permettent en fait de caler en fait le dôme qui est le collecteur de CH4, de biogaz. Moi, je me fais un petit fou avec. C'est pas qu'il reçoit des SMS, hein, c'est juste pour dire qu'il y a une question. C'est moi qui appuie pour nos auditeurs. C'est simplement pour signifier qu'on va faire passer une question. Il y a une question qui me paraît assez pertinente et qui a été pas mal votée. C'est après l'extraction du gaz, que deviennent les résidus qui sont en quantité importante? Alors les résidus du biogaz, c'est comme vous l'ont présenté en fait Nicolas et Grégory là tout à l'heure, c'est le digestat qui est stocké dans une fosse qui est prévue pour, et cette fosse, ce digestat qui ensuite en fait un effluent qui va permettre d'avoir un retour au sol et de rapporter de la matière organique et des substances nécessaires, des substrats nécessaires pour la plante. Donc c'est un engrais qui revient sur le plan lié au plan d'épandage des agriculteurs, Nicolas et Grégory, mais aussi des apporteurs de matière. Mais là, je peux laisser aussi Nicolas et c'est la totalité de la matière qui est un engrais, ou il faut faire un tri? Alors Grégory et Nicolas, je vais vous laisser peut-être prendre la parole en sachant qu'il y a la question aussi, je voyais, de séparation de phase ou pas, est-ce que c'était que du liquide ou pas? Ouais, c'est ça. Après, suivant s'il est plus ou moins liquide, on peut le séparer avec le séparateur. Et là, on a une partie plus solide et l'autre liquide. Mais ça change pas grand-chose. C'est à peu près les deux mêmes produits. Celui qui est solide est peut-être un tout petit peu plus riche, sachant que vu qu'on a retiré le méthane quand on l'épand, ça n'a pas d'odeur. Et nous, on travaille qu'avec du végétal, donc ça sentira. Enfin, c'est vraiment un produit qui a encore moins d'odeur du lisier ou du fumier. Enfin, c'est vraiment indolore, quoi. Et un autre truc qui est très intéressant, c'est que pour la plante, c'est beaucoup plus assimilable, plus vite. Donc, on va peut-être diminuer, je dis peut-être à peu près de 50% nos recours aux engrais minéraux qu'on peut avoir aujourd'hui, tels que l'azote, le phosphore, la potasse. Et ça, pour nous, c'est une réelle économie. Et puis en plus, c'est plus qu'intéressant. Ça évite des engrais chimiques. C'est ça. Alors en fait, sur la partie études, puisque moi je m'occupe plus du projet, l'ensemble en fait des plans d'épandage a été revu et validé par un bureau d'études indépendant qui nous permettent de savoir effectivement si tout ce qui ressort du digesteur peut être épandu sur les terres en termes de distance des cours d'eau, de distance des habitations, etc. Donc tout est validé en l'état et permet d'avoir une ligne de conduite à tenir pour Grégory et Nicolas qui savent exactement où est-ce qu'ils peuvent épandre et quelle quantité. Oui, c'est sûr. Très bien. Alors, ces autres photos, racontez-nous. En fait, là, c'est un peu l'intégration aussi des unités de méthanisation dans le paysage, hein, qu'on trouve intéressant de pouvoir vous montrer. Donc, les deux photos, la photo en haut à gauche que vous voyez, moi, je trouve ça plutôt intéressant de voir que ça se présente bien dans le paysage. C'est plutôt ça va dans la continuité en fait des exploitations agricoles, avec la particularité pour Grégory et Nicolas que votre unité de méthanisation va se faire au bout de vos bâtiments. Je sais pas si, Oui, voilà, c'est ça. En fait, nous, pour présenter un peu l'exploitation, on est vraiment dans un cul-de-sac, si on peut dire. Donc, c'est qu'il n'y a qu'une route qui pour y accéder. On est tout dans le bout du village. Donc, au niveau nuisance, c'est très faible. Et par rapport au projet, de toute façon, on a un accès spécifique pour la méthanisation, donc qui va ni nuire à nos voisins les plus proches, voilà, ni quoi que ce soit.
Et c'est vrai qu'au niveau de l'intégration du paysage, c'est assez joli quand même, de la couleur, tout ça, au niveau naturel, ça passe bien. Donc voilà, c'est important. Il n'y a pas de nuisance liée en fait à. À la proximité, quoi. Ça reste en fait une construction qui est importante, mais qui n'est pas non plus une emprise au sol très très importante, d'autant plus chez vous. Et c'est bien une méthanisation à la ferme, c'est pas une méthanisation très très grande dans une zone artisanale, quoi. C'est pas une industrielle, ouais. Exact. Excusez-moi, il y a une question qui regroupe un petit peu, j'essaye de les agréger, mais c'est très difficile, hein. Il y a énormément de questions ce soir, donc c'est pas évident. Je vais vous la présenter. En fait, elle est en 2 parties. D'abord, quelle est l'expérience de Planète sur les méthaniseurs? C'est vrai que vous n'êtes pas une entreprise connue du grand public, bien que vous ayez une très grande expérience dans ce secteur, mais je vais évidemment te laisser répondre, Vincent. La deuxième partie, c'est voilà, y a-t-il d'autres méthaniseurs qui fonctionnent avec ce type d'alimentation? Donc, je le rappelle, un mélange fumier et cible. Alors, pour Planète, Planète fait partie d'un des leaders en fait, de constructeurs de méthanisation en France. On est la filiale d'une structure allemande. Aujourd'hui, en France, pour parler en fait, du retour d'expérience, on a quasiment une centaine de constructions de méthanisation en fonctionnement à ce jour. On est proche des 100, on va bientôt les fêter, je pense. Donc voilà, on a une très grosse expérience sur la méthanisation. François Durier et Timothée Vélez se sont installés et ont créé le Biogaz Planète France en 2005. Donc ça fait depuis bientôt 16 ans d'expérience sur la matière. Et oui, pour répondre à la deuxième question, oui, on a beaucoup de ce type d'installation. On est sur un modèle de construction industrielle, donc c'est-à-dire qu'on n'invente rien sur Biogaz Planète France. On fait que reproduire ce qui fonctionne déjà en fait ailleurs chez nos autres clients. Et comme ça fonctionne bien, on sait qu'on peut y prendre part par les 30% de Planète Partner au sein de Biogaz Planète France. L'intégration d'alimentation solide se fait par la photo que vous voyez en haut à droite. C'est dans une trémie qui est remplie en fait de ces matières et qui toutes les heures il y a une ingestion en fait de ces matières qui se fait toutes les heures exactement dans le digesteur de façon très régulière. Alors, excusez-moi parce que je suis pas le plus grand technicien. François, vous aurez expliqué ça 100 fois mieux que moi. Moi je suis sur la partie juridique et financière, mais bon, voilà, c'est très clair ce que tu racontes. La trémie fait très bien le travail avec une séparation aussi des matières, puisqu'on a un prémix qui permet aussi de piéger les matières non méthanogènes telles que les cailloux, les matières, la ferraille, des petites choses comme ça qui peuvent des fois se retrouver dans les silos ou dans les fumiers. C'est quelque chose qui n'est pas intégré au digesteur et ce qui évite de perturber le fermenteur. Merci. Est-ce qu'on continue sur une prochaine slide? Oui. Oui, éventuellement, peut-être sur la dernière photo en bas à droite, puisqu'on n'en a pas parlé, vous voyez aussi un modèle d'épuration. Grégory et Nicolas en ont parlé 2 mois là tout à l'heure. Donc, une fois que le CH4 est produit, il est aussi épuré pour produire du biométhane. Et c'est ce biométhane qui est injecté dans le réseau gaz après odorisation dans le poste GRDF. Donc, le biométhane a les mêmes propriétés que le gaz naturel classique, mais d'origine fossile. Celui-là, c'est du biométhane. D'accord, très bien. Merci. Je pense que c'est clair. Je pense que tout le monde a appris comment ça fonctionnait. C'est parfait. Alors, moi, je suis allée chercher dans les commentaires de la page projet sur enerfip.fr. Il y avait déjà eu beaucoup de questions en amont, puisqu'on a mis la page projet en ligne la semaine dernière. Et donc, je les ai réunies ici pour répondre à vos quelques questions, à ces quelques questions et pour m'assurer que tout le monde avait les réponses. D'abord, il y avait une vraie discussion sur les enjeux d'un développement réussi.
parce qu'on entend parler parfois de dégradation, de risque de pollution, etc. Et donc, nous, on voulait juste mettre un peu les points sur les i sur cette unité de méthanisation. Par exemple, quelles sont les nuisances potentielles pour le voisinage? Je crois que Nicolas et Grégory, vous pouvez peut-être nous parler des voisins et de Ouais, ce alors qu'ils vont après, voir on ou en a pas. dit un petit peu tout à l'heure. Alors, comme je disais, la méthanisation, elle est au bout de notre bâtiment, enfin, quasiment dans un cul-de-sac, avec une route dédiée pour y accéder sans passer devant les maisons, justement. Donc, on les contourne par l'arrière. Donc, justement, ça les dérange pas. Il y a 2 habitations. Hein. Ouais, il y a que deux Ouais. logements, en fait. Voilà, C'est pour ça. faut préciser quand même. Ouais, c'est vrai qu'on est dans notre truc, on s'en rend pas compte, mais oui, il faut qu'on explique précisément. Après, pour les risques de pollution, en fait, on est obligé d'être capable de contenir, de contenir si par exemple il y a le digesteur ou la fosse qui se fissure ou il y a un accident qui normalement ne doit pas arriver, on doit être capable de contenir tout le liquide sur notre terrain en fait. Donc on a un mur de rétention de la capacité de stockage qu'on a en fait. Donc il n'y a pas de risque. D'accord. Et en termes de nappe phréatique, du coup, si jamais il y avait quoi que ce soit, Chez nous, c'est Blas, la nappe phréatique, c'est Nord-sur-Erde, donc c'est 30 km. c'est loin. Il n'y a pas de nappe phréatique. Bon, Ouais, super. voilà. Ensuite, pour les intrants, on a déjà répondu à beaucoup de choses. Donc, on sait quel type, on connaît le gisement, c'est vous plus les voisins dont vous nous avez parlé en début de réunion. Le périmètre, du coup, c'est moins de 5 km, d'après ce que vous nous avez dit. Les contrats, est-ce qu'ils sont déjà signés et comment vous pouvez garantir de ne pas manquer d'intrants, en fait? Les contrats, oui, les contrats sont déjà signés avec nos 2 fournisseurs, là, fumier et puis lessive. Après, le fait de ne pas manquer, évidemment, dans notre métier, on ne commande pas le temps. Donc, on ne sait pas s'il y aura une sécheresse ou pas, ça, on ne le commande pas. Mais on aura toujours des leviers pour y arriver de toute façon. Il y aura toujours moyen de s'en sortir. Soit en changeant de culture ou autre, mais on y arrivera. Après, les deux exploitations avec lesquelles on travaille, ça fait tous les deux 20 ans qu'ils sont installés. À peine, enfin, nous, ça fait 17 ans. Enfin, ils produisent leur fumier depuis toujours, leur champ, leur culture, ils les ont toujours. Et on va être la seule méta du secteur. Enfin, je veux dire, on n'a pas la pression d'être plusieurs méthanisations à courir derrière le petit brin d'herbe pour mettre dans notre méthaniseur. On sera les seuls par là. Donc, on a été voir les 2 premiers les plus proches, ils nous ont dit oui, pof, ça s'est arrêté, on n'a pas eu besoin d'élargir notre cercle, quoi. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'on a quand même, Puis ça, c'est la part végétale. Après, la part fumée et la part lisier, elle reste toujours identique. Hein. Ça Oui, change. constante. Voilà. Ouais. Super. On est quand même bien axé sur le lisier et le fumier. Ok, parfait. Puis Et par expérience, Pauline, excuse-moi, mais par expérience, on voit aussi qu'aujourd'hui, on a sécurisé avec des contrats à 100% les intrants pour 115 normes au mètre cube. On voit aussi que par expérience, une fois que la construction de l'unité de méthanisation est réalisée, une fois que les voisins ont regardé un petit peu comment ça se passe, on a des coups de fil, en fait, les porteurs de projets ont des contacts pour des opportunités de matière végétale ou liées à des lisiers, des fumiers, des effluents et voire autres même. Donc c'est quelque chose qui est pas du tout impossible et même on est sûr que ça arrivera, mais ça c'est dans un deuxième temps en fait. Aujourd'hui, ce qu'on a voulu, c'est déjà assurer les intrants via des voisins et via le GAEC de la vallée d'Isaac. Parfait. Parlons du financement maintenant. Ah, vas-y. Pardon, je fais juste un internet très rapide. Il y a beaucoup de questions sur la distance du raccordement au réseau de gaz. Voilà, et je pense qu'il est important de préciser quelle est cette distance et où est le point de raccordement. En fait, ça fait partie des très bonnes nouvelles qu'on a eues, mais que dernièrement, en fait, ça a été validé par GRDF. Le raccordement est tout prêt, parce qu'il doit être à 700 mètres à peu près, si je ne me trompe pas, Nicolas. Même c'est peut-être un peu moins. Parce qu'on va se raccorder au réseau, ça doit être dans les 400 mètres, et après, faut redescendre un petit peu, donc oui, tu dois être dedans. Ouais. Mais vraiment, le réseau passe près. Ouais.
Et pour être clair, puisqu'il y a aussi le coût le coût de raccordement, faisait partie d'une des questions. Et en fait, on est une fois la réflexion pris en charge par GRDF, le coût pour la biogaz de l'ISAC, c'est 39 000 €, pour être très précis. Et je pense que c'est un coût de raccordement dans les plus faibles de toute planète. Vincent, si tu peux confirmer. Tout à fait. En fait, on peut avoir des raccordements bien plus éloignés et donc forcément bien plus onéreux. Et au début de notre projet, on avait vu justement notre ligne de gaz qui passait tout proche. C'est ça un peu qui nous a poussé parce qu'on voyait que c'était juste là, quoi. Et ça a mis du temps parce qu'avec GRDF c'était long. Et au tout départ, on était à 700 000 € de raccordement. Et donc vous passez de 700 000 à 39 000. Ouais, voilà, quasiment. Et voilà quoi. C'est pour ça que je disais que c'était une très bonne nouvelle pour le projet. Oui, forcément. Ok. Est-ce qu'on peut parler du fait qu'il y ait 2 collectes, l'une maintenant et l'une en fin d'année? Oui. Et qu'est-ce qui se passe? Alors pourquoi déjà? Qu'est-ce qui se passe si la deuxième collecte ne fonctionne pas? Enfin voilà, comment? Alors, dis-nous tout, Julien. Déjà, pourquoi 2 collectes, hein, vous l'avez vu au travers de la présentation qui était faite en introduction sur le phasage en fait du projet, puisque les travaux vont commencer le mois prochain et la production effective de gaz n'interviendra que l'an prochain. Donc, on voit bien qu'il y a une inertie assez importante qui est vraiment inhérente au projet de méthanisation. Et du coup, on peut bien comprendre nos porteurs de projet du soir de ne pas vouloir tout de suite avoir la totalité de l'investissement nécessaire. Pourquoi? Parce que, évidemment, il y a des taux d'intérêt qu'il faut servir à vous, les investisseurs potentiels. Et donc, ils préfèrent, et ils ont raison, lisser cette charge financière en 2 portions. Tout de suite, 50% qui sont collectés à compter de demain, et puis une deuxième tranche de collecte qui sera réalisée à l'automne pour ne pas trop charger le coût financier pour le projet. Okay. Et si on n'arrive pas à boucler la deuxième collecte? Voilà, si on n'arrive pas à boucler la deuxième collecte, alors déjà, pour celles et ceux qui nous connaissent, on ne l'a jamais vu, et aujourd'hui, les projets de ce type se collectent plutôt en quelques heures, voire en quelques minutes. Donc, on n'a pas trop cette problématique. Mais dans l'hypothèse où cela arriverait, évidemment, Planète Biogaz connaît et travaille avec beaucoup d'organismes financiers. Ça peut être des fonds spécialisés dans ce secteur ou des banques qui sont à même de les accompagner et quelque part de constituer un plan B si jamais la deuxième collecte n'était pas réussie sur Enerfip. Mais très honnêtement, je n'y crois pas. Et pourquoi ce besoin de faire une collecte Enerfip et pas de faire un prêt bancaire, par exemple? J'ai vu que la question était passée. Oui, la question est passée. Plusieurs d'entre vous l'ont posée et effectivement, il faut y répondre. Alors pourquoi? C'est quelque part assez simple. Il y a, et je pense que Nicolas, Vincent, Grégory pourront le confirmer, il y a un peu un hiatus aujourd'hui dans le secteur des énergies renouvelables, c'est sûr, et même plus particulièrement dans la méthanisation, c'est-à-dire que les organismes bancaires sont sur des délais de fonctionnement et de mise en œuvre qui ne correspondent pas aux problématiques et aux besoins des porteurs de projets. Et donc, il y a nécessité de faire ce joint, si vous voulez, entre le moment où la banque sera prête à financer et en fait le moment où les porteurs de projet doivent construire, mettre en service leur installation. Et donc, ce joint-là, c'est pour cette raison que les porteurs de projet sont de plus en plus nombreux à faire appel au financement participatif. Jusqu'à aujourd'hui, avant que le participatif soit, je dirais, à même et mature pour le faire, c'était plutôt des fonds d'investissement qui jouaient ce rôle-là. Et donc, l'idée, c'est de jouer à la place des fonds d'investissement ce rôle de prêteur court terme pour permettre au projet de sortir de terre en temps et en heure, et ensuite la dette bancaire qui sera mise en place avec le ou les organismes concernés viendra rembourser les citoyens de leur investissement et partir sur une durée propre à ce type de prêt. Merci Julien, c'est bien. C'est très bien présenté. Ouais. Merci. Écoutez, on a fini de répondre à ces questions, donc ça c'est parfait.
Il faudrait juste que j'arrive à… Ah oui, bah oui, Enerfip dans tout ça finalement. Eh oui, quand même. Quand même. Alors, vous avez bien compris que vous avez plusieurs acteurs ici. Vous avez Vincent qui représente Planète Partner, vous avez Nicolas et Grégory qui représentent le GAEC, et puis vous avez Julien et moi qui représentons le Enerfip. Alors, Enerfip, c'est quoi par rapport à tout ça? En fait, ça va être le lien, on va être le lien juridique entre vous, les particuliers, et le projet de biogaz de l'ISAC. L'objectif, c'est de vous permettre d'investir à travers Enerfip directement vers le projet. Donc, nous, on est ce qu'on appelle une plateforme de financement participatif dédiée aux énergies renouvelables. L'objectif, c'était de se dire comment faire pour que chacun puisse devenir acteur de la transition énergétique. On voit qu'à côté de chez nous se développent des unités de méthanisation, se développent des centrales photovoltaïques. Comment est-ce que je fais pour participer à ces projets et pour agir? On fait tous des choses pour être acteurs de cette transition énergétique. On utilise tous, je sais pas, on consomme des légumes de saison, on essaie d'appliquer le circuit court à notre alimentation. Pour autant, on ne sait pas, il y a plein de choses sur lesquelles on ne sait pas agir. Par exemple, l'épargne. Votre épargne, elle est à la banque et finalement, on ne sait pas trop à quoi elle sert et puis on a envie de la flécher et de l'utiliser sur des choses concrètes. Et donc, Enerfip est là pour vous proposer des projets qui sont parfois à côté de chez vous, parfois non, en tout cas toujours en France, d'énergie renouvelable pour que vous puissiez cibler et flécher votre épargne. L'objectif, c'est ça, c'est que vous soyez acteur grâce à votre épargne des projets, vous financez l'économie locale, l'économie durable. Et donc, pour ce faire, l'objectif, c'est aussi de vous faire de faire de la pédagogie, de vous sensibiliser, de vous informer, de vous expliquer comment ça se passe. Cette réunion ce soir, elle est clairement dans cet objectif-là. C'est que vous compreniez mieux, et on a passé beaucoup de temps dessus, que vous compreniez mieux comment fonctionne une unité de méthanisation, comment on la développe, comment vient l'idée et comment on la finance. Et ça va nous permettre, une fois que vous aurez vraiment compris comment ça se passe, vous pourrez participer à ces projets-là. Donc l'objectif d'Enerfip, c'est ça, c'est de vous proposer des projets d'énergie renouvelable et de vous permettre de placer votre épargne à partir de 10 € et sans limite maximale, donc ça s'adresse vraiment à tous les porte-monnaies, de placer votre épargne dans des projets qui vous inspirent. Voilà. Alors, on existe depuis 5 ans, bientôt 6. On a pour l'instant financé 225 projets. On a collecté plus de 91 millions d'euros. Et on a une communauté de plus de 25 000 membres, dont vous faites partie pour la plupart, mais pas tous. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Et puis, on est une société de 19 collaborateurs qui est basée principalement à Montpellier. Alors, Julien et moi, on est à Montpellier. On a d'autres salariés qui sont ailleurs parce que on travaille derrière notre ordinateur et que s'ils ont envie d'être près de leur famille, évidemment, il n'y a pas de souci. On en a à Bordeaux, on en a dans les Alpes ou à Albi ou à Paris. Mais en tout cas, le noyau dur est à Montpellier. Et donc, si vous voulez venir nous voir quand vous passez en vacances, n'hésitez pas. Mais voilà, on est une société qui existe depuis 6 ans, depuis que la loi autorisant le financement participatif en France est passée. Une chose sur laquelle j'irai assez vite, mais qui est importante, c'est que on est agréé par l'autorité des marchés financiers. Donc, l'autorité des marchés financiers, ce sont les gendarmes de la bourse. C'est eux qui donnent l'autorisation de devenir. Alors nous, on est conseillers en investissement participatif. Ça veut dire que on va s'assurer. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'on était le lien juridique entre vous et les porteurs de projets. On va s'assurer que vous soyez informés correctement, que vous ayez toutes les données et que vous puissiez investir dans ces projets-là. On va aussi s'assurer qu'il n'y a pas de problématique de blanchiment d'argent ou de tout ça. Donc, nous, on a vraiment une casquette légale qui est importante. On a un numéro ORIAS. Enfin, voilà, on existe. On est vraiment vous êtes vraiment très protégés grâce à ça. Il y a tout un tas de réglementations qui permet de s'assurer que vous investissez dans des projets qui vous correspondent. Et demain, d'ailleurs, en investissant, peut-être que vous aurez un blocage. Ça arrive
pas sur toutes les collectes, pas tout le temps et pas pour tout le monde, mais parfois, en fonction du questionnaire auquel vous allez répondre, dont on parlera tout à l'heure, on peut vous dire, écoutez, cette collecte-là, elle vous correspond peut-être pas, ou alors ce montant d'investissement est peut-être un peu excessif par rapport à votre épargne. On est vraiment conseillé en investissement participatif. Évidemment, dans ces cas-là, il faut nous appeler et on pourra voir ce qui se passe et pour quelles raisons, mais en tout cas, ça peut arriver. Je vais laisser Julien vous parler de la collecte maintenant, si vous voulez bien, qui se passe sous forme d'obligation simple. Tout à fait, merci Pauline. Donc peut-être tout petit micro-cours sur une obligation. Qu'est-ce que c'est une obligation ? On entend toutes et tous souvent ce terme. Il faut savoir que les pays se financent par le biais d'obligations qui sont émises au niveau des marchés internationaux. En fait, une obligation, il faut que vous reteniez que c'est absolument identique à un prêt. C'est-à-dire que lorsque vous êtes détenteur d'une obligation, c'est que vous avez prêté de l'argent à un projet, en l'occurrence, et que en prêtant cet argent, eh bien, le destinataire de ce prêt va devoir vous payer un taux d'intérêt qui est fixe et qui est défini dans le contrat d'obligation que vous avez avec lui. Et en plus, évidemment, une maturité est définie, une maturité, c'est-à-dire une longueur, une temporelle, une durée en fait de ce prêt qui, sur Enerfip, va de 1 an à 5 ans en général. S'agissant des taux d'intérêt, on est sur une fourchette de 4 à 7%. En tous les cas, ce qu'il faut bien retenir, c'est que lorsque vous êtes détenteur d'une obligation, lorsque vous achetez une obligation sur Enerfip, vous êtes créancier, vous êtes prêteur, mais vous n'avez pas accès à la gouvernance. C'est tout à fait différent d'une action. Je dis ça parce que j'ai vu passer des questions en ce sens. Il ne s'agit absolument pas là de prise de participation. Vous ne serez pas actionnaire du projet, mais uniquement prêteur. Voilà, c'est important de le préciser. L'autre subtilité, c'est que vous percevez, via cette obligation, un versement de vos intérêts qui, pour le cas du projet qui nous regroupe ce soir, sera annuel. Et le remboursement de votre capital investi initialement ne se fera qu'à l'issue de la durée du prêt. Voilà, vous n'aurez pas de remboursement amorti tout au long de la durée de vie de cette obligation. S'agissant donc de la collecte pour le projet Biogaz de l'ISAC, on est sur un objectif pour cette première tranche de 2 millions d'euros. Pauline l'a dit, l'investissement minimum est à 10 euros seulement et il n'y a pas de maximum par investisseur. Donc voilà, la frange des souscripteurs est extrêmement grande sur Enerfip. D'ailleurs, je pense que ni Pauline ni moi, on peut vous faire un profil moyen de l'investisseur sur Enerfip. On a absolument toutes les catégories socio-professionnelles, absolument tous les âges, et c'est exactement ce que l'on souhaite parce que, après tout, la transition énergétique et son financement, c'est le rôle de tout le monde et c'est plutôt une très bonne chose que chacun puisse y participer. Et là, il va y avoir un montant maximum pour les 2 premières heures, oui. Je crois. Oui, exactement. C'est justement, on a mis ça en place pour tamponner un peu l'effet U2 au Stade de France qu'on a pu connaître sur certaines collectes où voilà, ça part très très vite et ça crée un peu des frustrations. Donc on essaye un peu de lisser ça en mettant un plafond maximum dans les premières heures pour que voilà, le plus grand nombre possible d'investisseurs puissent bénéficier de ces opportunités. Donc sur la collecte du biogaz de l'ISAC, on sera sur des obligations simples avec un taux d'intérêt de 6,5% par an. C'est un taux brut. On va y revenir après quand on parlera de fiscalité. Et la maturité, donc la durée de votre prêt, est de 3 ans. Et le remboursement de votre capital investi se fera in fine, donc au bout des 3 ans. Et le paiement des intérêts se fera annuellement. Il faut bien comprendre, parce que là aussi, il y a eu beaucoup de questions tout à l'heure, et on va un peu rentrer dans le détail, que les investissements que vous faites sur Enerfip ne sont pas identiques à déposer votre argent sur un livret A. Il n'y a pas une absence totale de risque. Il y a toujours un risque. Ça fait partie intégrante de tous les investissements que vous ferez, à part un dépôt sur un livret A, encore une fois. Mais en tout cas, il n'y a pas de garantie financière à proprement parler. En revanche, nous avons mis en place, en travaillant étroitement avec les porteurs de projets, des sûretés qui sont assez solides et qui nous ont pleinement convaincus dans le cadre de nos diligences d'audit, Enerfip,
pour vous présenter ce projet ce soir. Donc, les sûretés, et ça va répondre à une question que Francis avait posée en tout début de présentation, puisque la première sûreté, c'est que nous allons nantir les parts de la société qui porte le projet. Et Francis posait la question de dire, mais comment peut-on nantir des parts, sachant qu'il faut normalement avoir un agrément de la part des actionnaires de la centrale, du projet. En fait, un nantissement est une stipulation juridique qui se sursoit, enfin qui est bien au-delà de l'agrément des actionnaires en question, puisque qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si moi je suis actionnaire d'un projet et que je donne en nantissement les parts que je détiens dans ce projet, si jamais je ne rembourse pas, eh bien, que je sois d'accord ou pas, que mes co-actionnaires soient d'accord ou pas, eh bien, ces parts ne sont plus de ma propriété et deviennent celles du bénéficiaire du nantissement. Donc, voilà, il n'y a pas de question d'agrément derrière tout cela. Donc, ça veut dire que s'il y a un retard de paiement ou un non-paiement des intérêts ou au bout des 3 ans du capital, les obligataires deviendraient finalement actionnaires et propriétaires de l'unité, c'est ça? C'est ça, et ça c'est c'est la première garantie que nous avons mis en place. La deuxième garantie que nous avons construite, eh bien, c'est un nantissement, cette fois-ci, du contrat d'achat de gaz, puisque eh bien, c'est pas parce que je vais devenir propriétaire des actions de la société qui porte le projet que je serai pleinement chez moi et que je pourrai complètement exploiter du coup cet actif qui deviendra ma propriété. Il est nécessaire d'aller chercher en plus un nantissement sur le contrat d'achat qui est, on le comprend bien, l'une des pierres angulaires en fait de l'équilibre économique du projet. Donc ça c'est la deuxième garantie que nous avons mise en œuvre. Et pour finir, c'est les joies, je dirais, du juridique, mais c'est comme ça, nous mettons en place également, concomitamment à ces 2 premières garanties, un gage sans dépossession sur l'actif, c'est-à-dire que nous allons lister dans un contrat juridique tout ce qui compose la centrale qui va être construite et qui fait l'objet du financement de ce soir, de sorte que si jamais il y a un défaut de paiement, d'intérêt ou de remboursement, eh bien, nous pourrons opposer devant la juridiction compétente que tous ces composants sont bien pleine propriété des prêteurs qui n'ont pas été remboursés par le projet. D'accord. Très bien. Alors, ça, c'était les sûretés. Maintenant, il y a quand même des risques, même en parallèle de ces sûretés. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, il n'y a pas d'épargne sans risque, à part le livret A. C'est quoi les risques, finalement, sur ce projet-là? Alors, les risques, ils sont, on pourrait soit faire une longue liste, une litanie en imaginant les pires scénarios possibles, mais ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que voilà, il y a toujours, et c'est un peu une formule que nous sommes tenus de diffuser à chaque fois, un risque de perte en capital, et surtout, avant toute chose, il y a un risque d'illiquidité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que lorsque vous investissez sur le projet Biogaz de l'ISAC, votre argent est concrètement bloqué pendant 3 ans. Donc, faites attention au moment où vous investissez, de bien investir une somme d'argent dont vous êtes certaine de ne pas avoir à utiliser dans les 3 prochaines années qui arrivent. Ça, c'est quelque chose que vous verrez souvent sur Enership lorsque vous êtes dans ce processus d'investissement. Donc voilà, on vous alerte assez souvent sur ce point. Alors l'avantage des obligations, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, c'est que contrairement à un prêt, vous pouvez à tout moment, si vous le souhaitez, les céder à qui vous voulez. Ça, c'est la loi qui vous permet de le faire. La seule incertitude derrière tout cela, c'est qu'il faut que vous trouviez preneur. Donc c'est pour ça qu'on parle de risque d'illiquidité, puisqu'il n'y a pas une garantie absolue à ce que vous trouviez un acquéreur de ces obligations. Et c'est d'ailleurs à vous de faire cette démarche. Et ensuite, on a l'habitude de lister les risques qui sont liés, bien sûr, au matériel, que ce soit en phase de construction, bien sûr, ou même après. Il y a eu beaucoup de questions sur les assurances. J'ai répondu autant que possible sur ces questions-là. Et Vincent, peut-être tu compléteras ce que je vais dire, mais il y a notamment des assurances d'exploitation, de responsabilité civile, de bris de machine, de perte d'exploitation, qui sont là pour
couvrir autant que possible tous ces risques et ces aléas qui sont inhérents au projet de production d'énergie. Et puis après, on liste toujours, et c'est un peu des formules génériques, mais les risques juridiques et fiscaux. Voilà, imaginons élection présidentielle l'an prochain, le ou la nouvelle présidente décide d'augmenter, de multiplier par 4 la fiscalité qui s'applique au projet de méthanisation. Voilà, c'est un risque qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui, et c'est un risque non nul, même s'il paraît absurde de nos jours, mais en tout cas, voilà, c'est pour que vous les ayez bien à l'esprit et que vous ayez bien une vue d'ensemble, en fait, une cartographie des risques qui existent sur ces projets. Et je confirme, Julien, que le chantier et le projet est bien couvert en assurance, tant en phase chantier qu'en phase d'exploitation. Sur la phase chantier, il y a eu plusieurs questions. Ce sont des TRC, tout risque chantier, que vous mettez en place? TRC, TRME, ouais. Tout risque chantier, tout risque montage essai. Ok, donc voilà. C'est quand même tout ça assez bordé. Peut-être quelques mots sur la fiscalité. Oui. Donc, ouais, très important. La fiscalité qui s'applique au taux d'intérêt, donc dans le cadre du projet qui nous regroupe ce soir, 6,5% brut par an, il faut que vous enleviez en fait 30%, c'est ce qu'on appelle le prélèvement forfaitaire unique ou flat tax en mauvais français. Et ce prélèvement forfaitaire unique est composé de 2 branches. D'abord la CSG-CRDS à hauteur de 17,2%. Et un prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu à 12,8%. Donc tout ça fait bien 30%. Il faut savoir que dans l'immense majorité des cas de figure, cette imposition est prélevée à la source, de sorte que vous percevez le net sur votre livret Enerfip. Selon certains cas de figure, vous pouvez demander à être dispensé de ce prélèvement à la source. Ça, je vous invite à aller sur Enerfip où il y a une FAQ extrêmement claire et précise sur cette question. Et donc voilà, retenez bien. Pas de réduction fiscale possible. Voilà, pas de réduction fiscale possible, exactement. Et je m'apprêtais à prendre ma petite calculatrice pour vous dire, voilà, ça fait 4,55% net. Du coup, c'est 6,5% brut. Si je ne me suis pas trompé. Très bien. Et juste pour finir, les frais aussi, comme ça, oui, on aura bouclé les trucs. Le meilleur pour la fin. C'est ça. Ça va répondre à une autre question que j'ai vue passer tout à l'heure. Donc, effectivement, sur Enerfip, donc je fais partie des fondateurs de la plateforme. Et quand on a eu l'idée début 2014, on se disait qu'il était important pour nous d'imaginer pour notre plateforme le fait que les investisseurs n'auraient aucun frais. Alors pourquoi? Parce qu'on avait la frustration, et je suis sûr que vous êtes nombreuses et nombreux à l'avoir aussi, lorsqu'on va ouvrir un compte d'épargne, quel qu'il soit, ou de placement, on commence toujours par payer. Il y a des frais de dossier, il y a des frais d'ouverture de compte, enfin tout ce que vous voulez. En fait, on commence à perdre avant de peut-être gagner, et c'est vrai que ça nous a un petit peu vaccinés, et on a vraiment souhaité complètement changer d'approche. Et c'est pour ça qu'il n'y a aucun frais sur Enerfip pour les investisseurs, que ce soit au moment où vous créez votre compte, que ce soit au moment où vous percevez vos intérêts ou vos remboursements de capital investi. C'est absolument gratuit, et ça c'est important. L'adage dit que quand c'est gratuit, c'est vous le produit, mais non, je vous rassure. Pourquoi? Parce que en fait, c'est le projet qui rémunère Enerfip, c'est le porteur de projet, et non pas les investisseurs. C'est juste ça. C'est qu'en fait, nous, on a un peu pris les choses sous un autre angle, et ce sont les porteurs de projet, le projet qui rémunère Enerfip pour l'ensemble des prestations que nous réalisons. Donc, jamais de frais, quoi que vous fassiez. Voilà. À aucun moment. C'est ça. Ok, alors maintenant, comment ça se passe pour ceux qui ne nous connaissent pas encore ou pas tout à fait? Dans un premier temps, vous devez vous inscrire. Donc, vous vous rendez sur enerfip.fr. Ça, c'est la première étape. Vous allez créer un compte grâce à une adresse email. Et puis, vous allez compléter un questionnaire. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Nous sommes conseillers en investissement participatif. Nous devons donc vous connaître. Ce questionnaire, il n'est pas super fun à remplir, il est un peu étonnant. On a besoin de connaître votre capacité d'épargne, par exemple. On a besoin de connaître votre expérience financière également. On va vous poser quelques questions.
Essayez de répondre le plus proche possible de la réalité pour que justement les blocages sur certains projets correspondent vraiment à la réalité. Mais c'est vraiment un questionnaire qui n'est pas très long. Ça me prend plus de temps pour moi de vous l'expliquer que pour vous de le remplir, mais il est indispensable. Ensuite, on va vous demander 2 pièces d'identité. Et ça, c'est pour vérifier que vous n'êtes pas sur la liste anti-blanchiment d'argent et financement du terrorisme. Donc, si vous y êtes, vous ne pourrez pas investir. Vous pouvez sortir de la réunion. Je vous vois. Attention, j'ai des noms. Ensuite, une fois que vous avez téléchargé votre identité, vous devez aussi justifier de votre résidence. Alors, pour différentes raisons, pour cette collecte-là, c'est moins utile, même si c'est obligatoire. Pour d'autres collectes, elles sont souvent restreintes géographiquement à certains départements. Donc, on a besoin de savoir où est-ce que vous habitez. Et une fois que tout ça est fait, vous allez pouvoir faire votre investissement. Pour faire votre investissement, ça sera à partir de demain midi et demi. Vous vous rendez sur la page du projet, vous cliquez sur « Investir » et là, vous allez pouvoir décider du montant que vous souhaitez investir et vous allez pouvoir signer votre bulletin de souscription. Une fois que ce bulletin de souscription est signé, vous avez réservé votre place, vous pouvez souffler. On vous l'a dit, parfois les collectes partent très vite. Là, vous serez tranquille, vous pouvez souffler, vous avez réservé votre place. Vous avez ensuite 10 jours pour effectuer le paiement. Ce paiement ne peut se faire qu'à la condition que votre livret est validé et peut se faire soit par carte bleue, soit par virement en fonction du montant. Vous pouvez donc investir à partir de 10 €, on vous l'a dit. Les 2 premières heures, le montant maximum, ce sera quoi, Julien? Je crois que c'est 15%, c'est ça? Ça fera, je ne sais plus. Tu te souviens du montant? Je sais pas. Bon, ça sera 15% maximum, en tout cas, pendant les 2 premières heures. Et après, vous avez la totalité possible. Voilà. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, vous pouvez investir pour le compte de vos enfants. Donc, n'hésitez pas à créer un livret mineur. Vous avez aussi un code parrain pour pouvoir en discuter avec vos amis et gagner 20 € pour le premier investissement de vos amis ou de la famille. Vous pouvez également télécharger des justificatifs de domicile pour vos résidences secondaires ou vos autres propriétés sur d'autres territoires. Encore une fois, c'est pratique pour les collectes réservées. Et puis, vous pouvez aussi investir pour le compte de personnes morales. Et donc là, au moment où vous allez faire votre inscription, vous verrez que dès la première page, vous devez choisir entre personnes physiques et personnes morales. Donc, si vous êtes une personne morale, n'hésitez pas à prendre ce chemin-là. Ce n'est pas très compliqué, ça demande quelques documents, évidemment, mais ça se fait assez facilement. Pour ces cas de sujet, n'hésitez pas à nous appeler pour qu'on rentre dans le détail. Je pense que ça n'intéresse pas tout le monde, mais par contre, n'hésitez pas à nous appeler pour qu'on puisse vous expliquer ça précisément. Justement, ça me permet de rebondir. On a un super service client chez Nerfip. On répond par mail, on répond par téléphone. À chaque fois que vous vous inscrivez, vous avez une conseillère qui vous est dédiée. Alors, ça peut être Maëva, ça peut être Valérie ou ça peut être moi. C'est avec nous que vous échangerez principalement. Bon, quand vous téléphonez, vous tombez sur la personne qui est disponible au moment où vous appelez, mais en tout cas par mail, etc., ça sera avec votre conseiller. Ça permet d'avoir un suivi au fur et à mesure. Là, je vois passer un tas de noms qui me connaissent bien, on se parle souvent. Vous verrez que vous avez, on a une relation un peu privilégiée au fur et à mesure. N'hésitez surtout pas. Alors, peut-être pas ce soir, mais par contre, à partir de demain matin, si vous avez des questions sur la réunion, si vous souhaitez rentrer dans le détail sur des choses qu'on n'a pas abordées, on ne pourra pas répondre à l'ensemble des questions ce soir. Ça fait déjà 1 heure qu'on est là, mais au moins, on essaiera d'avancer un peu. Voilà, et de répondre. Alors, je vous propose, donc ça fait déjà 1 heure qu'on est là. On ne répondra pas à tout ce soir. En revanche, on va essayer, Julien, si tu as identifié des questions qui regroupent tout un tas d'autres questions, n'hésite pas. On va répondre rapidement. Et puis, on va essayer d'aller le plus loin possible, mais je pense qu'à partir de 19h20, on s'arrêtera. Vous aurez tous une soirée à passer tranquille. Voilà. Alors, des questions, moi, j'essaie. Je peux vous dire, c'est sportif de répondre à toutes les questions qui. Là, c'est possible. Évidemment, je n'y suis pas arrivé et je m'en excuse auprès de chacune. N'y voyez pas. N'oubliez pas de voter, ça nous facilite la vie. Ouais, c'est vraiment pas évident. J'ai vu une question, Julien, sur la durée du contrat d'achat biométhane. Ah oui. Est-ce qu'elle était sécurisée?
Oui, il y a ça comme question. Il y a aussi une question sur la durée de vie de la centrale en elle-même. Combien de temps on peut exploiter une centrale de méthanisation? Donc, je pense que si tu peux nous faire une réponse globale sur ces deux questions, ce serait, je pense, très intéressant. Alors, sur la durée du contrat d'achat de biométhane, c'est 15 ans. Donc, c'est sécurisé. Les tarifs de rachat sont sécurisés sur 15 ans. Ça, c'est important à noter. Sur la durée de vie de la centrale, écoutez, aujourd'hui, on n'a pas 20 ans de recul, notamment en France. Maintenant, les premières qu'on a mis en construction et qui sont depuis plus de 10 ans, 13 ans, fonctionnent toujours et fonctionnent bien. Donc, il y a pas de. On espère le plus longtemps possible et c'est du gros œuvre, donc avec des matériaux de qualité. Donc, il n'y a pas de raison que ça aille pas au-delà des 15 ans, bien évidemment. D'accord, merci. J'ai une question d'Alexandre aussi, si je peux me permettre de vous la partager. Les cives, elles ne sont pas uniquement cultivées dans le but de faire du gaz. C'est quoi en fait une cive exactement? En fait, la cive, je laisse Nicolas, si vous voulez. Ouais. En fait, la cive, c'est comment dire, on le faisait déjà avant d'avoir un méthaniseur, c'est ce qu'on met pour couvrir nos sols entre deux cultures principales. Par exemple, en hiver, on va avoir une céréale, par exemple, à l'automne, ou l'été qu'on va récolter. On va vendre notre grain et ramasser la paille sur le terrain. Et ensuite, on va laisser un couvert sur le sol. C'est ce couvert-là qui va capter les nitrates l'hiver et qui va éviter l'érosion, le lessivage et tout ce qui… c'est obligatoire dans notre région maintenant. Et du coup, c'est cette culture-là qu'on va faucher au printemps, fin mai, début juin, qu'on va récupérer avant de remettre une nouvelle D'accord. culture. Donc, quoi qu'il arrive, elle est plantée. C'est juste que là, elle va être valorisée alors qu'avant, elle n'était pas valorisée. Ouais. Et j'ai envie de rajouter, plutôt que d'habitude, ça serait pour destruction, cette culture-là, et notamment pour les céréaliers qui implantent des fois des raigrats, de l'herbe, tout simplement avant d'implanter leur maïs ou leur céréales. Eux, ce qu'ils font d'habitude, c'est le glyphosate. Voilà, tout le monde le connaît, le glyphosate. Et justement, par ce biais-là, de récolter ça à la fauche, du coup, on n'utilise plus ces produits-là. Donc, c'est encore un effet très bon pour l'environnement, quoi. Voilà. Super. Merci. J'ai une autre question pour Vincent plutôt. Le taux de réussite des projets lancés par Planète, est-ce qu'il y a eu des projets qui ne sont pas sortis à ce stade? Qui ne sont pas sortis. Là, en fait, on arrive à la phase de construction. Est-ce que dans tous les projets, tu nous parlais d'une centaine de projets qui ont été développés par vous, est-ce qu'il y a certains qui se sont arrêtés, qui ne sont pas sortis, qui sont pas sortis de terre? Disons qu'en fait, aujourd'hui, sur les centaines de constructions, ça c'est centaines de constructions en place. Ensuite, bien sûr, il y a des projets qui sont développés et qui, pour X ou Y raison, n'aboutissent pas, soit par justement questions de financement, des fois des questions de recours, c'est pas impossible, des questions de motivation des porteurs de projets, c'est pas impossible. Mais la plupart des gens de nos clients et des prospects qu'on peut avoir sont des gens qui sont motivés, qui, à partir du moment où ils se posent la question de l'unité de méthanisation, du biogaz, que ce soit de la cogénération ou du biométhane, sont souvent très motivés et font tout, en tous les cas, pour faire aboutir leur projet. D'accord. Et donc, quand on arrive au stade de construction comme ça, où le projet est purgé de tout recours, a priori, il n'y a rien qui aujourd'hui, on a toutes les attestations possibles et imaginables qui nous permettent aujourd'hui de démarrer le chantier de façon très sereine. Et notre commune voit d'un très bon œil notre projet, parce que pour valoriser des fois des déchets de cantine ou des choses comme ça, ou les déchets verts de la commune, du coup, notre maire est assez contente du projet qu'on mène avec mon frère. Voilà. On a une question d'Alexandre que je vais présenter. Où est le business plan qui va valider la viabilité du projet? Donc, je la mets parce qu'il y a eu pas mal de questions sur ça tout au long de la présentation. Vous avez accès, là, au moment où on se parle, au document d'information réglementaire sur la page du projet. Et ce document, certes, est assez étoffé parce qu'il fait, je crois, autour de 80 ou 90 pages. Mais vous avez en tout cas le business plan, en l'occurrence, qui y figure. Et pour celles et ceux qui aiment bien analyser
tout cela, vous trouverez absolument toutes les réponses à vos questions sur le plan financier notamment. Voilà, donc n'hésitez pas. Super. C'est en effet une bonne question. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Est-ce que vous en voyez qui... Il y en a une de Jean-François, et vu qu'il est tenace, et désolé Jean-François, si je n'ai pas mis la question au début, mais vous avez fait l'effort de la reposer. Donc, quelle est la spécificité, la singularité de votre projet de méthaniseur, s'il y en a une, évidemment? À part le fait que vous soyez très sympathique, évidemment, mais là, vous avez peut-être peint en jaune à pois rouge les cubes. Non. En plus de ce qu'on a expliqué depuis le début, en fait, On a quand même bien exposé le. ou peut-être qu'il a pris en cours de route ou qu'il a pas vu. Enfin, en fait, notre projet de méthanisation, comme on disait, c'était pour avoir un complément de revenus, parce que notre lait, au jour d'aujourd'hui, on n'avait plus de visibilité. Par rapport à la méthanisation où c'est sur 15 ans, le lait, on sait à peine le mois de mai combien qu'on va nous payer notre lait, quoi. Et avec les charges qu'on peut avoir sur ce qu'on a besoin pour le, enfin, c'est toujours, il reste toujours moins, en fait. Donc, c'était l'occasion d'avoir de compléter un peu nos revenus. Et puis, les produits de traitement, les cultures, enfin, on en a un peu marre. C'est aussi de moins se servir du pulvé, d'avoir moins recours aux engrais. Enfin, et puis si en plus on peut faire ça, on peut avoir un projet un peu écolo, enfin produire du gaz. Enfin, voilà quoi, c'est tout ça qui nous a motivés. Et la gestion des digestats inodores, ouais, pour le voisinage, c'est toujours plus sympa aussi. Et je pense que vous avez travaillé aussi sur le fait qu'il n'y ait pas d'opposition, il n'y a pas de concurrence entre l'élevage et la méthanisation. C'est des projets qui sont complémentaires. C'est pas parce que la méthanisation sort que vous allez arrêter l'élevage, bien au contraire. C'est justement plutôt pour conserver cet élevage et d'assurer la pérennité de vos structures demain, comme toute diversification, en fait. Cherchez ça. C'est vrai que la méthanisation, on dit, elle vient concurrencer l'élevage, comme tu dis Vincent, mais c'est faux, en fait, elle vient renforcer l'élevage. Parce que quand il y a une unité de méthanisation en campagne, ça permet de valoriser les fumiers des voisins, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on leur les achète, ces fumiers-là, et après, on leur retourne une fois qu'on a extrait le CH4, donc ça leur fait un petit complément de revenus à eux aussi. Donc tout le monde est gagnant. Donc, il y a une question qui tourne un peu autour de ça, peut-être, et sans doute que Nicolas et Grégory, vous pourriez y répondre. C'est quelle est la position des organisations agricoles pour de tels projets? Est-ce qu'il y a un consensus ou bien au contraire des débats nombreux et houleux sur cette thématique? Disons, dans notre secteur, on est à Blain, on parle beaucoup du projet de Puceul. Donc les organisations, c'était un peu le projet de Puceul, je sais plus ce que ça représente en tonnage, mais je crois que c'est x20 ou x30 ce qu'on veut faire aujourd'hui, un truc comme ça, à peu près. Là, on a parlé beaucoup. Après, nous, c'est assez à taille, voilà. Ouais, c'est à la taille de notre exploitation. Ouais, c'est assez familial, ça reste raisonnable. On n'est pas 20 associés. Enfin, je veux dire, on fait ça en famille et puis plus notre constructeur qui va être avec nous. Je pense que ça c'est intéressant. Au moins, ça sécurise même pour ceux qui vont investir avec nous, de se dire tiens, le constructeur, il se met avec eux, il met de l'argent, il croit en son produit, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et pardon, excuse-moi. Il y a cette question dans l'équilibre de l'exploitation. Combien pèsera les revenus de la méthanisation par rapport aux revenus que vous avez dans votre activité agricole actuelle? Je pense que c'est une question qui est là pour voir dans quelle mesure ça ne va pas perturber. Alors en fait, du coup, là, on est en GAEC et on a créé une société à côté du GAEC pour bien différencier les deux, vu que Vincent et François, ils sont pas dans le GAEC, donc ils sont dans la société juste avec nous pour la méta, pour la vente de gaz. Et nous, après, on fournit le lisier et on vend nos végétaux, enfin tout ça. Donc nous, on est rémunéré par la société pour notre travail.
Après, je sais pas s'il faut aller précisément dans tous les. Non, non. Non, mais ça veut dire on que est ça va pas rémunéré- remettre on est en rémunéré à peu près au ça nombre veut d'heures dire pour notre travail. Ouais. Et ensuite, si vraiment après on a des dividendes et une fois qu'on a tout payé, voilà, on a notre prélèvement en fin d'année divisé à 70-30 en fonction de ce qu'il y a en plus, quoi. et ça veut dire que vous risquez pas de diminuer votre production de lait parce que au profit de la méthanisation en fait. Vous Non. restez quand même producteur de lait. On reste producteur de lait. Aujourd'hui, on produit du lait pour, on fait pour Paysans Bretons, pour pas le citer. Et on va rester à produire notre lait parce qu'on aime bien nos bêtes et à la base, on est éleveur et on changera pas ça, quoi. Ça, D'accord. c'est clair. Moi, j'ai une question de Jean-Christophe sur le sujet que je trouve très bien. Nicolas et Grégory, quand j'irai voir ma mère et ma sœur à j'ai vu Nantes, passer. si nous nous promenons du côté de Blain, pourrons-nous vous acheter une bouteille de lait ou un roast beef pour les déguster en pensant à notre contribution pour l'aval de la production? Et d'ailleurs, ça Alors, rejoint une tu peux Ça rejoint répondre. une question qui vient d'être posée sur si vous allez un jour organiser une journée porte ouverte pour faire visiter l'usine Ouais. quand elle sera construite. Je pense que c'est un peu lié. Nous, notre point de vue au niveau porte ouverte, on est prêt à. On est prêt à accueillir les gens plus individuels que faire une grande ouverture en fanfare. Mais après, on sera toujours heureux de recevoir les gens comme Jean-Christophe d'ailleurs. Mais moi, pour nous, notre souhait, c'est pas vraiment de faire une grande journée porte ouverte. Bon, voilà. Plus au cas par cas, plus ceux qui nous ont. Mais on sera ravis, comme je disais, de recevoir la personne en question ou les personnes. Mais voilà, au petit comité. Oui, de toute manière, en ce moment. En plus. De négocier pour les investisseurs futurs une bouteille de lait offerte si vous voulez passer à Blanc. On sera ravis de présenter notre unité si un jour ils passent dans le coin et qu'ils ont la preuve que c'est bien eux. Enfin, voilà, qu'on sait pas qui c'est. L'unité, c'est une chose, mais notre première fierté, c'est notre élevage, c'est nos vaches, c'est notre production de lait aussi. Voilà. Ah ouais. Voilà, Ça marche. Après, c'est la Bon. boutique suivante, c'est encore une autre valorisation de notre métier. Voilà. Il y a une dernière question peut-être qui est pas mal, très pratique, mais je pense que c'est bien de la traiter. Est-ce que le coût de construction est figé? Est-ce qu'il n'y a pas de risque de surcoût qui pourrait avoir une incidence pour les investisseurs sur Enerfip? Ou bien ce risque est-il limité sur l'exploitation? C'est peut-être Vincent, ça. Oui, c'est un peu mon travail avec François. On est très attaché en fait à regarder le coût de l'investissement et surtout qu'il n'y ait pas de dérive. Et aujourd'hui, en fait, on a tous les devis actualisés qui nous permettent de dire qu'il n'y a pas de dérive possible. D'autant qu'on a prévu une enveloppe quand même d'imprévision en fait liée au terrassement, parce que c'est juste l'aspect terrassement, même s'il y a eu des études sur le sol, il y a eu des points de fait sur la qualité du sol et les besoins en terrassement. Cependant, on a quand même budgété de l'imprévu à hauteur de 100 000 euros. Et malgré cet imprévu de 100 000 euros, on a un CAPEX qui est à 4,2 millions aujourd'hui. Et on va s'y tenir et on fera tout pour s'y tenir, quoi. Voilà. Après, dans la phase construction, il peut y avoir un petit peu d'aléas, mais mis à part la partie terrassement, je ne sais pas ce que vous en pensez, Nicolas et Grégory, mais mis à part ça, tous les autres devis ont été actualisés et dans les dernières semaines, jusqu'à aujourd'hui encore. On est très très bien calé là-dessus. Ouais, Je pense qu'on a eu dernièrement par exemple, avec Marquin, et ça a été la flambée de la ferraille qui a fait du coup dans les bétons avec tous les treillis et tout ça. Donc du coup on était calé, ça s'est retardé un petit peu, on attendait. Finalement, on a vu cette flambée là. Maintenant je pense qu'on a vu pas mal. Je vois pas ce qui pourrait être encore pire que ça, mais. On a quand même une bonne marge de manœuvre, là, comme le disait Vincent, donc non, il n'y a pas de souci à avoir là-dessus, je pense. Tout est vraiment bien calé maintenant. Et justement, sur cette partie investissement, j'avais vu une question là tout à l'heure passer sur le fait qu'on était. La question était sur le module d'épuration et se demandait si c'était Planète qui était constructeur d'épurateurs. Donc, non, on n'est pas constructeur d'épurateurs, c'est dans le lot Planète, mais on sous-traite effectivement la partie épuration au leader actuel en fait de l'épuration. Donc, on n'a pas de nouvelle activité d'épuration au sein du groupe Planète.
quelque chose qu'on laisse aux spécialistes. Très bien. Bon, bah, écoutez, je pense qu'on a bien fait le tour, non? On n'a pas répondu à tout, évidemment, mais c'est Non. déjà bien vaste. N'hésitez pas, du coup, demain à vous connecter. Je vous rappelle l'heure, 12h30. On lance la collecte. Jusque-là, vous pouvez voir la page du projet sur enerfi.fr. N'hésitez pas à vous inscrire. Les fonds n'ont pas besoin d'être sur le livret pour réserver votre investissement. Vous avez 10 jours pour faire le virement. Je pense que vous savez tout maintenant. En tout cas, merci beaucoup Nicolas et Grégory. Merci à vous, merci à tous. Et merci Vincent, c'était super. Merci Julien. Merci à tous et merci à tous nos auditeurs et auditrices. Franchement, c'est vraiment chouette de voir autant de monde, autant de questions. Ouais. C'est super. Donc, merci. On est triste de ne pas vous voir en vrai, mais ça compense bien. C'est chaud au cœur de voir voilà, ce dynamisme. C'est vraiment super. Absolument. Merci à Enerfi, merci Pauline pour l'organisation du webinaire. Avec plaisir. Merci, c'était un plaisir. À très bientôt alors. Belle soirée. Au revoir. À bientôt. Merci pour l'invitation. À bientôt. Salut.